FM, la radio H24. Le Niger, pays sahélien enclavé, caractérisé par un climat tropical sec, subit aujourd'hui plusieurs adversités, notamment celles liées au changement climatique. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne leman tikala harino kan da bore na bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Point de presse ce matin, des cadres du ministère de la fonction publique et de l'enseignement primaire, ils se sont exprimés sur la suspension des enseignants admis à l'examen du spécial A promotion 2012-2013. Et puis on attend en Italie la nomination d'un nouveau Premier ministre. Plus de suspense, il devrait s'agir du chef du Parti démocrate, mais avant de l'annoncer, le président a dû rencontrer tous les chefs de parti. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire, monsieur, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le Conseil des ministres s'est réuni hier dans la salle habituelle des délibérations sous la présence du président de la République, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant déclassement de 3 hectares dans la ceinture verte de Niamey en vue de la construction de la gare ferroviaire urbaine de Niamey. Suivez plutôt. Le présent projet de décret a pour objet de déclasser 3 hectares dans l'emprise de la ceinture verte de Niamey en vue d'y construire la gare ferroviaire urbaine de Niamey. Il intervient dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'entente entre notre pays et le groupe Bolloré pour la construction de la ligne ferroviaire Parakou-Dosso-Niamey. En effet, la liaison ferroviaire Parakou-Dosso-Niamey est un vieux projet attendu depuis longtemps par le Niger et vise à désenclaver notre pays, à développer les échanges commerciaux, à promouvoir l'intégration économique de la sous-région et surtout à améliorer significativement la compétitivité de notre économie à travers une réduction substantielle des coûts de transport. La gare ferroviaire urbaine qui sera construite est dédiée au transport des personnes alors qu'une deuxième gare est prévue sur la route de Filengue pour le transport des marchandises. Ce projet de décret est pris conformément à la loi du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger. Ce vieux rêve qui est dans l'esprit de tous les Nigériens depuis longtemps va donc bientôt devenir une réalité. Le chef de l'État a fixé le cap extrêmement précis. Nous devons faire le démarrage des travaux le 10 janvier et le 7 avril 2014. Nous devons faire le début d'inauguration de la gare de Niamey. Le chemin de fer qui commencera va avancer pour s'approcher de la ligne qui va jusqu'à Cotonou. Nous allons essayer de faire l'ensemble de ce travail sur une période assez rapide de 2 ans, a-t-il assuré. Vincent Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré, a expliqué que leur groupe est le plus gros investisseur sur le continent africain et gère beaucoup de chemins de fer et de ports. Il fait partie aussi des 500 premiers groupes mondiaux. Il a expliqué que ce projet de construction de ce chemin de fer est passionnant parce qu'il ne concerne pas seulement la marchandise, il permettra aux citoyens de se déplacer.
Il va en même temps permettre de mettre la fibre pour fournir de l'Internet avec un plus haut débit aux populations qui se trouvent sur le parcours. On veut également utiliser les nouvelles technologies que sont des batteries très performantes pour utiliser le soleil qui est une très grande richesse au Niger et la transformer en électricité, mais aussi fournir de l'eau potable. Tout sera appelé la ligne bleue. C'est une première mondiale qui, au lieu qu'elle ait lieu à Hong Kong ou New York, sera faite au Niger pour que les populations puissent en profiter, a confié Vincent Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré, lors de sa sortie d'audience avec le président de la République en novembre dernier à Bruxelles. Je vous le disais à l'instant, les cadres du ministère de la fonction publique et de l'enseignement primaire ont tenu ce matin à l'INDRAP un point de presse relatif à la suspension des enseignants admis à l'examen du spécial A promotion 2012-2013. Compte rendu Issa Mustafa et Jamil Omaro. Donner plus d'explications suite à la publication des décisions portant suspension des fonctions des enseignants admis à l'examen du spécial A promotion 2012-2013. Certaines voix se sont élevées pour qualifier ces décisions d'illégales et tenter de jeter l'opprobre sur l'administration. De quoi il s'agit exactement? C'est un examen qui est ouvert et organisé sur la base des textes de l'université. Il n'est donc pas un concours professionnel qui se fait sur la base d'expression des besoins définis dans un plan de formation du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. C'est à cet examen que ces enseignants sont admis sans passer par leur ministère de tutelle ni par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le problème survient. En 2011, 127 enseignants de la promotion étaient concernés. 127 enseignants de la promotion 2010 étaient concernés également. À l'époque, le gouvernement a décidé de régler les cas de promotion 2006 jusqu'en 2011. Et pour la suite, l'arrêté en son article 2 précise qu'à l'avenir, les candidats à l'examen du spécial A devront par la voie hiérarchique transmettre leur dossier au ministère de la fonction publique. À la suite de cette circulaire, sur les 700 enseignants, 450 n'ont pas répondu aux injonctions de la ministre en charge de l'enseignement primaire. Ces enseignants, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, sont donc en abandon de poste. Ces derniers se définissant comme étant une absence irrégulière et injustifiée. La suite des événements, malgré les ébullitions au niveau du front social du secteur, c'est l'application des textes en la matière sur demande du Premier ministre dans une lettre numéro 1607 du 1er août 2013. Toujours dans un souci d'apaisement, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, à part des communiqués radio-télévisés, invité tous les enseignants des promotions 2012 et 2013 se trouvant dans cette situation d'irrégularité à rejoindre leur poste de travail au plus tard le 2 janvier 2014, faute de quoi ils seront considérés comme étant en situation d'abandon de poste et suspendus de leurs fonctions. C'est ainsi que sur les 450 enseignants concernés, seulement 6 enseignants ont regagné leur poste. Ceux qui n'ont pas obtempéré ou communiqué ont été suspendus de leurs fonctions. Voilà donc les propos explicatifs qu'a bien voulu apporter au grand public les cadres du ministère de l'enseignement primaire en collaboration avec celui de la fonction publique. Autre aspect de cette édition, le président du conseil de ville de Niamey a entrepris ce matin une série de visites sur les différents sites de dépôt d'ordures. Objectif, constater de visu l'installation de bacs à ordures dans la ville de Niamey. Le point de cette visite avec Taïrou Amadou. Niamey Niala ou Niamey la coquette. Un projet cher au président de la République, une réalité pour le président du conseil de ville de Niamey. Cela a d'ailleurs été l'objet d'un engagement pris par le maire, président du conseil de ville de Niamey, devant la première dame, Dr Malika Issoufou, le 11 février dernier, lors de la journée nationale de l'insalubrité.
C'est ce qui a motivé cette sortie du président du conseil de ville de Niamey avec ses techniciens sur le terrain. Objectif, constater de visu les différents sites aménagés de son programme qui serviront pour la population de Niamey des endroits propices pour le dépôt des ordures. La première visite a conduit le président du conseil aux alentours du stade général Seyni Kounché, où un site a été aménagé sur un montant environ 20 millions de nos francs. Nous avons engagé un certain nombre d'activités, dont l'aménagement ici de cette décharge. Si je peux dire, puisque avant, l'ensemble des déchets du marché de Katako sont déversés ici. C'est devenu une grande montagne de déchets, à telle enseigne que le ministre de la Jeunesse et des Sports a eu à faire une visite ici et déplorer l'état de fait. Et je pense qu'on peut constater comme par magie, en tout cas l'aménagement qui a été fait, qui a coûté une vingtaine de millions à la ville de Niamey pour rendre en tout cas ce site acceptable pour accueillir également les déchets qui vont venir désormais et qui vont se faire dans le cadre de ces conteneurs-là. Il est important de souligner que cette opération ne s'arrête pas là. C'est un modèle que nous voulons montrer à la population et montrer notre engagement, en tout cas à rendre la ville propre. Ce que nous demandons à la population, c'est vraiment de respecter les consignes que la ville de Niamey donne pour l'utilisation des infrastructures qui ont été mises à leur disposition. Selon le président du conseil de ville de Niamey, des dispositions seront prises pour continuer dans ce sens. Nous prenions des dispositions pour qu'on ne revienne pas à la case départ. Parce que vous avez entendu en Germain et en Hausa, les gardiens qui sont là, parfois ils sont même tabassés parce qu'ils refusent à ce que certains déversent leur saleté ici. Et des fois, c'est nuitamment que des camions entiers amènent des déchets pour déverser ici. En tout cas, l'un dans l'autre, nous sommes déterminés. Nous avons une volonté de faire pour faire de Niamey-Niala conformément au programme spécial du président de la République, Alhaji Mahamadou Issoufou. Et Inch'Allah, nous n'allons pas relâcher la pression. Nous allons continuer le combat en notant qu'effectivement nous soyons soutenus financièrement par nos institutions financières. Pour contribuer à l'exécution du programme du maire président du conseil de ville de Niamey, les populations doivent respecter les consignes afin de rendre Niamey propre. La dernière étape de cette visite a conduit le maire président du conseil de ville de Niamey à la grande mosquée de Niamey, où il a rencontré le président de l'association islamique Alpha Djabiri Ismaël. La fin de la visite a été sanctionnée par cette fatia pour que règne la paix dans notre pays. À présent, le volet reportage de ce journal qui nous amène à la découverte du marché de ferraille, un marché dans lequel sont vendus les objets en fer qui sont exportés vers certains pays voisins comme le Nigeria. C'est un reportage signé Taïrou Amadou. Loin d'être dans un cimetière, ces vieux véhicules et fers usés n'ont pas encore cessé de servir. Ils ne sont pas, comme on peut le penser, qu'un simple tas de ferraille inutile. Ils sont destinés à partir au Nigeria ou au Bénin, où ils vont alimenter un autre secteur de l'économie. Ils font le bonheur de leurs collecteurs qui en tirent un grand profit. Isés, on les achète. Une fois ici, on les transporte au Nigeria ou au Bénin pour les vendre. On gagne, alhamdoulilah, vraiment, Dieu merci. Ces fers usés, une fois transportés, seront travaillés dans des usines afin de les transformer, soit pour la construction, soit pour des pièces détachées ou même des matériels de cuisine. Un marché de fer usé qui contribue à la salubrité publique.
Du sport à présent avec le tournoi interclasse organisé par l'administration de l'école normale d'Ottawa. 2-1 en faveur de l'équipe des élèves maîtres de la première année contre celle de ceux de la deuxième année. Tel est le score final de ce match. Le point avec Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. C'est pour cultiver l'esprit de solidarité, de l'unité et de la cohésion sociale entre les élèves maîtres de l'école normale de Tawa que les responsables de cette école à la tête de l'organisation, le directeur général, ont pris l'initiative d'organiser ce tournoi de football interclasse. Après les différentes compétitions, la finale a opposé l'équipe des élèves maîtres de la première année contre l'équipe des élèves de la deuxième année. Avant le coup d'envoi de cette finale, les équipes féminines ont bien voulu montrer leur expérience en matière de football féminin, rare au Niger. Score final de ce match, 1-0 en faveur de l'équipe des jeunes filles de la première année, qui a joué contre celle de la deuxième année. Ce qu'on peut retenir de la finale côté garçon de ce tournoi interclasse des élèves de l'école normale de Tawa. L'équipe des élèves de la première année a remporté la victoire 2-1. C'est le résultat final. À la fin de ce match, le directeur général de l'école normale de Tawa se prononce sur les objectifs visés à travers cette initiative. L'objectif que nous visons ici, c'est développer d'abord la pratique sportive au niveau de nos établissements et essayer de créer un climat de sérénité entre nos élèves et identifier d'éventuels talents pour monter une équipe de l'école normale. Le tournoi a mis en compétition les élèves de première année et les élèves de deuxième année. Il y a eu des matchs interclasses première année pour retenir l'équipe gagnante des classes première année et des rencontres interclasses deuxième année pour permettre aussi de composer l'équipe de la deuxième année. Donc les deux équipes gagnantes première année et deuxième année, c'est elles qui ont joué la finale. Une initiative salutaire. Ce sport peut servir de moyen de faire la promotion d'une bonne collaboration entre les élèves maîtres, mais aussi avec leurs encadreurs. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise du trophée à l'équipe gagnante. Actualité internationale. À présent, les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement en Italie vont bon train. Tous les chefs de parti se sont succédés aujourd'hui chez le président, mais c'est le chef du Parti démocrate qui est toujours le seul pressenti pour prendre la tête du prochain gouvernement. Les images. Qu'il soit petit ou grand, chaque parti politique italien a été reçu ce samedi par le président Napolitano. Un préalable à la nomination probable de Matteo Renzi au poste de Premier ministre. Un faux suspense car la nomination de Matteo Renzi est attendue par tous. La Ligue du Nord de Matteo Salvini a décidé de boycotter ces consultations, tout comme le mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo. Ces consultations sont fausses. Nous avons consulté nos électeurs sur Internet qui ont approuvé notre position. Nous voulons mettre en place une nouvelle politique et rompre avec l'ancienne. Pour certains analystes politiques, le choix de Matteo Renzi s'impose comme une évidence. Même si le maire de Florence, âgé de seulement 39 ans, n'a jamais exercé de mandat ni au Parlement ni dans un ministère. Ils viennent du même parti, mais sont totalement différents en tant que politiciens, notamment en ce qui concerne leur caractère. L'État est relativement conservateur, tandis que Renzi est énergique et unique. Pour un pays avide de réformes, Renzi est plus convaincant. Mais avant de se décider, Giorgio Napolitano rencontrera aussi Silvio Berlusconi, toujours à la tête de Forza Italia, malgré sa destitution du Sénat. Deux membres du Parti démocrate de Matteo Renzi s'entretiendront avec le président.
qui devrait annoncer le nom du Premier ministre ce dimanche. Le vote de confiance devant le Parlement pourrait avoir lieu mardi. Autre fait de l'actualité, le Liban a enfin un gouvernement. Le Premier ministre l'a annoncé après 10 mois de blocage depuis mars 2013. Le pays fonctionnait avec un gouvernement de transition. Les détails de l'accord finalement trouvés avec Julien Sauvager. Le Premier ministre Tamam Salam aura mis 10 mois pour réussir à constituer ce gouvernement. Au final, 24 ministres ont été nommés. La répartition de chaque ministère a été sujet à d'intenses négociations entre les différentes forces politiques libanaises afin de satisfaire tous les partis pour ce gouvernement de compromis. Le nouveau gouvernement d'intérêt national est né. La formation cohérente de ce cabinet représente la meilleure option pour le Liban pour faire face aux nombreux défis politiques, économiques et sécuritaires. Les 24 postes ministériels de cette formation ont été répartis de sorte à respecter l'équilibre politique et le partenariat national. Dans ce délicat jeu d'équilibre politique, la répartition des postes s'est voulue égalitaire. Ainsi, 8 portefeuilles reviennent au Hezbollah, notamment les affaires étrangères. 8 autres postes reviennent à la coalition dite du 14 mars de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Ils obtiennent, eux, le ministère de l'Intérieur. Et enfin, les 8 derniers postes ont été donnés à des proches du président Sleiman. Le Liban est confronté depuis des mois à des violences découlant de la guerre civile en Syrie. Une guerre qui divise le pays, avec d'un côté le Hezbollah chiite libanais qui soutient militairement le régime de Damas, alors que les sunnites libanais, eux, soutiennent les rebelles syriens. Et pour clore ce journal, l'impasse en Syrie, le deuxième round des négociations à Genève s'est achevé sans résultat et surtout sans nouveau rendez-vous. Le découragement a même gagné le médiateur de l'ONU. Il s'est excusé auprès du peuple syrien du peu de résultats de ces rencontres. Suivez plutôt. En arrivant ce samedi matin au Palais des Nations Unies, Lakhdar Brahimi semble déjà déçu. Pour ce 6e et dernier jour du deuxième round de négociations, les discussions n'ont pas duré plus d'une demi-heure. Le médiateur parle d'échec. Pour l'instant, aucune date n'est fixée pour un prochain round. Je suis vraiment désolé et je m'excuse auprès du peuple syrien. À l'extérieur, quelques dizaines de partisans de l'opposition affichent leur déception. Pro et anti-régime se rejettent la faute de cet échec. Les deux partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'agenda des prochaines discussions et notamment sur la manière d'aborder la violence et le terrorisme et surtout le gouvernement de transition, le point crucial pour l'opposition. Je suis désolé de dire qu'il n'y a rien de positif que nous puissions retenir. Un troisième round de discussion avec le gouvernement syrien sans parler de transition politique serait une perte de temps. De son côté, l'ambassadeur du gouvernement syrien parle d'impasse et pas d'échec. Il dit croire de nouvelles rencontres possibles. Nous serons de retour. Nous voulons servir les intérêts de notre peuple en arrêtant le bain de sang, en combattant le terrorisme et en établissant une solution politique acceptable pour tout le peuple syrien. Jusqu'à présent, le processus de Genève n'a permis qu'une légère avancée sur le plan humanitaire avec l'évacuation de civils de la ville de Homs. Mais ce samedi, le comité international de la Croix-Rouge s'inquiète de ne pas avoir suffisamment accès aux populations. Par ailleurs, le président de l'organisation estime qu'ailleurs dans le pays, la situation ne montre aucun signe d'amélioration sur le plan humanitaire. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13 h dans une présentation de Al-Mokhtar Kainé. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20 h pour une autre édition d'information, toujours sur la télévision Dunia. Au revoir.